La fiscalité en Israël, un vrai casse-tête, n'est-ce pas? On a souvent l'impression de se retrouver face à une montagne. Mais pas de panique, l'objectif aujourd'hui, c'est de démêler tout ça ensemble, de transformer ce qui semble être un labyrinthe en un chemin bien balisé, que ce soit pour une situation personnelle ou pour une entreprise. Alors, voici notre programme. On va commencer par les bases, les fondations du système fiscal. Ensuite, on verra le cas des particuliers, puis le choix hyper important de la structure d'entreprise. On enchaînera avec un sujet très attendu, les avantages pour les nouveaux immigrants. Et on terminera avec des clés pour optimiser tout ça. Et oui, cette perception, elle ne sort pas de nulle part. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a compris la logique, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. C'est exactement ce qu'on va faire, pas à pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour naviguer correctement, il faut connaître les règles du jeu. Commençons donc par les grands principes qui régissent tout le système. Le cœur du réacteur, c'est le principe de progressivité. En fait, c'est assez simple. Plus on gagne d'argent, plus le pourcentage d'impôts qu'on paye est élevé. C'est la base de tout et c'est vraiment le concept à garder en tête pour la suite. Et en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, les taux d'imposition sur le revenu s'étalent sur une fourchette assez large, qui commence à 10% pour les plus petits revenus, et ça peut monter jusqu'à 50% pour les plus hauts. L'écart est donc vraiment significatif. Un autre point crucial, c'est la notion de résidence fiscale. C'est simple, mais ça change tout. Un résident israélien est taxé sur ses revenus du monde entier, peu importe d'où ils viennent. À l'inverse, un non-résident ne paiera d'impôts en Israël que sur les revenus générés en Israël. La différence est juste colossale. Et bien sûr, impossible de parler fiscalité sans mentionner la TVA. Le taux standard est de 17%. Il s'applique à la majorité des biens et des services, même s'il y a quelques exceptions, notamment pour tout ce qui est exportation de services. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la deuxième partie. Comment tout ça s'applique concrètement aux particuliers? Parce que, évidemment, la situation est très différente si l'on est salarié ou si l'on travaille à son compte. Pour les salariés, le mot magique, c'est Nekudot Zikui, ce qu'on peut traduire par point de crédit. Pensez à ça comme des sortes de jokers fiscaux. On en reçoit en fonction de sa situation personnelle, si on a des enfants, si on est nouvel immigrant, etc. Chaque point a une valeur en shekel qui vient réduire directement l'impôt à payer à la fin. Côté indépendant, on change complètement de logique. Ici, on ne parle plus de points de crédit, mais de dépenses déductibles. Le principe est simple. Toutes les dépenses qui sont nécessaires à l'activité professionnelle, que ce soit le loyer du bureau, les déplacements ou les cotisations pour la retraite, eh bien on peut les soustraire de son chiffre d'affaires. Et ça fait baisser le revenu imposable et donc l'impôt. On aborde maintenant la troisième partie, un moment décisif pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat en Israël. Le choix de la structure juridique, ce n'est pas juste un papier administratif, ça a des conséquences fiscales et légales vraiment importantes. Alors, la première grande différence, le premier choix à faire, ça tourne autour de la TVA. D'un côté, on a l'Osek Patour, qu'on pourrait traduire par indépendant exonéré. Il est parfait pour les petites activités qui sont sous un certain seuil de chiffre d'affaires. Il ne facture pas la TVA. De l'autre côté, on a l'Osek Mourch, l'indépendant autorisé, qui lui est totalement dans le système de la TVA. Ce tableau résume bien les options. Regardons ça de plus près. Pour les deux statuts d'OSEC, le point clé à comprendre, c'est que la responsabilité est illimitée. Ça veut dire que le patrimoine personnel et professionnel sont confondus. C'est là que la Evra Baham, l'équivalent d'une SARL, change la donne. Elle offre une responsabilité limitée. Ça veut dire qu'on protège son patrimoine personnel. Le choix dépend donc vraiment du projet, de sa taille et du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. On arrive à la quatrième section, une partie très attendue. Il s'agit des avantages fiscaux spécifiques pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim. C'est un des piliers de l'attractivité d'Israël sur le plan fiscal. Pour vraiment encourager l'installation et faciliter l'intégration économique, le système fiscal israélien a mis en place un dispositif assez exceptionnel. C'est un avantage fiscal majeur, vraiment pensé pour attirer les talents et les capitaux. Et le voilà, le chiffre clé, 10 ans. C'est la durée de l'avantage fiscal le plus puissant pour un nouvel immigrant, une décennie. C'est énorme et ça peut complètement changer la donne dans la construction d'un patrimoine. Alors, en quoi ça consiste concrètement? C'est une exonération totale d'impôts sur tous les revenus qui sont générés à l'étranger. Que ce soit des salaires, des dividendes, des loyers, des plus-values, tout y passe. Et ça pendant 10 ans. L'objectif est clair, permettre une installation en douceur. Et ce n'est pas tout. Les Olim Hadashim ont aussi droit à des points de crédit d'impôt supplémentaires pendant leurs premières années. Et nous voilà à notre dernière section.
On a vu les règles, on a compris les mécanismes. Maintenant, la question c'est comment on utilise tout ça pour bien gérer sa situation. Passons de la compréhension à l'action. Finalement, le chemin vers une bonne gestion fiscale, il peut se résumer en 4 grandes étapes. D'abord, bien maîtriser les bases qu'on vient de voir. Ensuite, faire le bon choix de structure dès le départ. Troisièmement, être rigoureux et bien utiliser toutes les déductions et crédits possibles. Et enfin, le plus important, passer d'une fiscalité qu'on subit à une fiscalité qu'on planifie. C'est vraiment ça, le message central. Il s'agit de trouver le bon équilibre, d'être en règle bien sûr, mais aussi d'utiliser tous les outils que la loi met à disposition pour alléger la charge fiscale. Une bonne planification, c'est pas de la magie, c'est juste un levier hyper puissant pour sa réussite financière. Voilà, on a fait le tour des grands principes de la fiscalité en Israël, j'espère que c'est plus clair. La question à se poser maintenant, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt, ok, par quoi je commence? Quelle est la première petite action que je peux mettre en place pour améliorer ma situation? Une réflexion qui, je l'espère, est maintenant beaucoup plus facile à aborder.